14h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble dans l'après-info jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une, ces voix qui, dans la majorité, expriment plus qu'un doute sur la réforme des retraites. Cette fois, c'est carrément un ministre, Franck Riester, qui, je cite, reconnaît que les femmes sont un peu pénalisées par le report de l'âge légal. Barbara Pompili, qui il y a peu était encore au gouvernement, appelle pour sa part à ne pas faire une réforme contre la population. Fin de citation, a été aujourd'hui députée de la majorité. À la une également, la galère gare de l'Est qui pourrait se prolonger demain. Pas de trafic toute cette journée dans l'une des plus grandes gares de la capitale à cause d'actes de malveillance commis sur des câbles électriques. Le ministre des Transports, Clément Beaune, s'est rendu sur place. 2 plaintes ont été déposées et une enquête est en cours. Et cet après-midi, nous suivons aussi le procès du père de famille qui s'était fait vengeance avec 3 amis fin octobre à Roanne. Il soupçonnait un adolescent de 16 ans mineur isolé d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Il l'avait passé à tabac. Il est absent à l'audience cet après-midi. C'est l'un des points sensibles de la réforme des retraites. L'une des questions qui fâche, le sort des femmes. Un ministre reconnaît donc qu'une partie du texte ne leur est pas favorable. Aurore Villemur. La réforme des retraites, une réforme qui pénalise les femmes. Voici ce que concède Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement. Les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Selon l'étude d'impact du gouvernement, avec cette réforme, les femmes devront en effet travailler en moyenne 7 mois supplémentaires contre 5 mois pour les hommes. Pour certaines générations, 1980 par exemple, on passe même du simple au double. Les femmes devront partir en moyenne 8 mois plus tard, contre 4 pour les hommes. Financièrement parlant, cette réforme toutefois valorise les femmes les plus précaires, celles concernées par les petites pensions. Leur pension va remonter beaucoup plus significativement que les hommes parce qu'aujourd'hui nous sommes face à une injustice. Mais vous avez gardé la deuxième partie de la phrase, quoi. C'est-à-dire gagner plus, mais vous aviez oublié de dire qu'il faudrait travailler beaucoup plus longtemps. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a une injustice criante. Personne ne s'y est attaqué. Aujourd'hui, les retraites sont 42% inférieures pour les femmes par rapport aux hommes. Et le minimum que nous proposons de retraite, c'est pour les femmes, c'est pour celles qui ont trimé toute leur vie, qui ont élevé des enfants. Et je crois que c'est le minimum qu'on leur doit. Elles seront les toutes premières bénéficiaires de la hausse du minimum de pension. 60% des personnes concernées par cette hausse sont des femmes. Enfin, les congés parentaux seront désormais pris en compte dans la limite de 4 trimestres pour celles qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Argument numéro 1 du gouvernement qui défend une réforme juste et qui protège les femmes. On décrypte ce sujet avec Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Philippe, alors on précise, en moyenne, donc, avec cette réforme, les femmes travailleraient 7 mois supplémentaires, là où les hommes travailleraient 5 mois supplémentaires. C'est un peu ce qu'a voulu dire Franck Riester. Est-ce que l'exécutif peut vraiment rester inflexible sur cette donnée ? Alors, c'est un élément qui n'est pas une petite ligne en bas de page. C'est un élément central de cet élément. C'est que comme il y a une prolongation, un rallongement de l'âge légal, eh bien, les femmes mécaniquement sont davantage concernées, comme l'expliquait Franck Riester, puisque assez mécaniquement, elles vont devoir rattraper le moment de l'âge légal. J'essaie de parler de façon simple, c'est un sujet assez complexe, mais c'est assez mécanique à partir du principe du report de l'âge légal. Donc ce que décrit Franck Riester, c'est pas qu'il est opposé à la réforme, c'est qu'il décrit exactement la manière dont ça fonctionne. Et c'était déjà d'une certaine manière la manière dont s'était passée la réforme de 2010, quand il y avait eu un passage de l'âge légal de 60 à 62 ans. Dans son entourage, ce midi, ce qu'ils disent au service politique de BFM TV, je cite, c'est qu'il y a un désavantage de départ pour les femmes, puisque effectivement il y a ce rattrapage par rapport à l'âge légal. Il ne dit pas que la réforme est injuste pour les femmes, nous précise son entourage. Ses propos sont tronqués, font l'objet d'une récupération politique. Il dit la même chose que d'autres ministres, dont Olivier Dussopt et Gabriel Attal. C'est vrai que Gabriel Attal a eu à peu près la même question hier sur France 5. Il a évité de souligner que les femmes seront pénalisées, mais il décrivait le mécanisme par lequel effectivement elles sont pénalisées, comme l'a reconnu Franck Riester. Donc c'est une conséquence assez logique du passage de l'âge légal de 62 à 64 ans. Restez avec nous, Philippe. On va écouter également Barbara Pompili, ancienne ministre, actuelle députée de la majorité, qui fait part, elle aussi, de gros doutes, de réticence même. Écoutez. On ne peut pas faire une réforme contre
la population. On a besoin d'avoir la population avec nous quand on veut faire une bonne réforme. Là-dessus, on voit qu'il y a encore du travail. L'idée, c'est pas d'être contre pour être contre. L'idée n'est pas de bloquer. Je suis dans la majorité. Mais le texte tel qu'il est aujourd'hui me paraît pas assez équilibré pour être votable en l'état. Donc on fait des propositions, on discute, c'est ça le débat parlementaire. Et c'est même ça qui fait la richesse de la démocratie. C'est le débat, c'est aussi le débat en interne, au sein même de la majorité. Oui. Donc Philippe, de voix qui portent un petit peu quand même et qui disent plus que des doutes. Alors pour l'instant, les députés de la majorité qui envisagent de s'abstenir, puisqu'on comprend bien qu'il ne s'agit pas de voter contre, mais éventuellement de s'abstenir, ces voix sont extrêmement minoritaires, on peut les compter. Nous, on a un décompte à 8 députés, peut-être qu'ils sont un peu plus, mais en tout cas, il y a moins de 10 députés à cette heure que nous avons réussi à identifier qui envisagent de s'abstenir. C'est une manière aussi de peser politiquement. Par Pampilly, elle vient plutôt de la gauche, elle essaye aussi d'exister au sein de la majorité, elle représente quelques députés, pas beaucoup, moins de députés qu'il n'y a de doigts sur une main. Donc elle essaye de peser et de faire entendre aussi une voix. C'est aussi l'objet du rapport de force parlementaire. On a entendu François Rebsamen, le maire de Dijon, qui lui s'oppose au report de l'âge légal, mais il n'est pas parlementaire et d'ailleurs même s'il a appelé à voter Emmanuel Macron et qu'il est de fait dans la majorité, ce n'est pas une figure ni de Renaissance ni des deux autres partis. Il vient de la gauche. Au fond, il y a une forme de cohérence par rapport à son identité politique. Lui avait soutenu, par exemple, plutôt le report de la durée de cotisation en 2013 avec la réforme Touraine. Mais tout ça nourrit une forme de confusion. Qui n'ajoute pas, qui ne simplifie pas la clarté du propos. Voici ce que disait par exemple il y a quelques minutes un député de la majorité à Agathe Lambray du service politique de BFM TV, en s'appuyant notamment sur ce que disait Franck Riester. Il disait sérieusement, c'est agaçant parce qu'on se démène sur les plateaux en essayant de ne pas faire d'erreur. C'est assez décourageant d'entendre ça. Quand un ministre fait une connerie, excusez-moi d'utiliser le terme, quand un ministre fait une connerie, on a le sentiment de repartir à zéro. Il y a une façon de dire les choses. Et effectivement, on a senti, et pas seulement là avec ces propos-là, on a senti une difficulté de certains députés à expliquer la réforme, soit parce qu'ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes des équilibres, soit parce qu'ils ne connaissaient pas certains détails ou étaient surpris par certaines questions ou certaines interpellations de la France Insoumise et de la CGT, comme si au fond il fallait qu'ils s'approprient cette réforme et qu'ils en démêlent effectivement les sujets, les nœuds qui étaient problématiques pour eux. C'est notamment ce qui va se passer à partir de lundi quand ce sera examiné en commission. S'ils veulent obtenir ou pas certaines avancées, ça ne sera pas sur cette question-là de 62 64 ans, mais par exemple sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur l'index senior. C'est d'une certaine manière, ça va se jouer notamment en commission à partir de lundi. Oui, alors il y a aussi cette question, vous parliez du flou au sein de la majorité, mais même du côté des Républicains qui sont censés soutenir ce texte, on a l'impression que finalement le texte il fait plus vraiment unanimité, on craint peut-être un 49-3. En fait, il n'y a jamais eu d'unanimité au sein des Républicains sur le sujet, puisque avant même la discussion, avant même que Éric Ciotti et Bruno Retailleau soient reçus par la Première ministre à ce sujet, Aurélien Pradié, qui était candidat à la présidence des Républicains, avait dit, pour moi, les 65 ans, c'est non. Il ne voulait pas par principe. Et en fait, il y a 62 députés LR. Il y a peut-être pas 62 nuances, mais en tout cas un certain nombre de nuances. Pour simplifier, il y a un certain nombre de députés LR plutôt plus jeunes, qui ont été élus parce qu'ils connaissent le terrain, leur circonscription. En fait, ils sont fait élire sur leur nom plus que sur l'étiquette LR, qui notamment s'inquiètent de voir un électorat populaire tenté par le vote Rassemblement National, le vote Marine Le Pen, et qui disent attention à ne pas nous couper d'un électorat populaire qui nous manque sur ce sujet-là. Et il y a une partie de LR qui est plus classiquement libérale d'une certaine manière, ce que représente assez bien Éric Ciotti, qui est depuis longtemps sur une position de report de l'âge légal et qui, par cohérence, au fond, soutient le projet du gouvernement et l'a déjà amendé. Donc il y a des nuances au sein de LR. L'important, c'est qu'on va devoir compter combien de LR manqueront. Aujourd'hui, c'est difficile d'établir exactement combien manque. Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 12 ? Est-ce que c'est 15 ? Si la réforme passe à quelques sièges, ça se déterminera notamment sur le nombre de LR qui ne voteront pas la réforme. Merci beaucoup, merci Philippe. Et Jean-Philippe Desrosiers est également avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. On parlait à l'instant avec Philippe Corbet, chef du service politique, du risque pour l'exécutif de devoir recourir une fois de plus à l'article 49.3 de la Constitution. Aujourd'hui, on découvre un autre article de la Constitution, on en apprend tous les jours, le 47.1. En quoi consiste-t-il ? Parce que ce serait la raison du choix du gouvernement de faire passer sa réforme via un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale.
Alors l'article 47-1 est l'article qui s'applique, comme vous venez de le dire, pour l'adoption des lois de financement de la sécurité sociale. Et en plus de renvoyer à une loi organique pour le détail de la procédure, il fixe lui-même 3 délais, l'un applicable à l'Assemblée nationale, l'autre applicable au Sénat et enfin un délai global. Le délai global est de 50 jours, au terme duquel le gouvernement, si le projet de loi n'est pas adopté, peut mettre en œuvre les dispositions par ordonnance. Et les 2 premiers délais concernent l'examen et l'adoption du texte en première lecture. Il est de 20 jours à l'Assemblée nationale et de 15 jours au Sénat. Au terme de ces délais, le gouvernement transmet le texte au Sénat à l'expiration des 20 jours à l'Assemblée ou entame la suite de la procédure, la convocation de ce que l'on appelle une commission mixte paritaire au terme des 15 jours au Sénat. C'est donc bien une disposition légale, en tout cas constitutionnelle. En revanche, ce matin, Clémentine Autain disait dans les médias, la députée La France Insoumise, j'ai l'impression que le gouvernement peut être retoqué par le Conseil constitutionnel. Comment ça pourrait être le cas ? Alors, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle la loi de l'année, c'est-à-dire celle qui avait été adoptée en décembre dernier pour l'année 2023, ou les lois rectificatives, comme celle qui va être en discussion désormais, doivent avoir un contenu précis, c'est-à-dire qu'elles doivent concerner le financement de la sécurité sociale et ne pas comporter des dispositions qui ne se reporteraient pas directement à ce financement, au risque sinon d'être qualifiées de ce que l'on appelle chez nous des cavaliers sociaux, c'est-à-dire une disposition qui ne peut pas figurer dans une telle loi. Et le Conseil constitutionnel est habilité à censurer de tels cavaliers sociaux si jamais il se présentait à lui. Et d'ailleurs, il le fait assez régulièrement. Ça vaut pour les lois de financement de la sécurité sociale, mais aussi pour les lois de finances. Et donc, si jamais cette loi de financement était transmise au Conseil constitutionnel, et elle le sera très vraisemblablement, et que ce dernier devait considérer que certaines dispositions n'ont pas lieu de figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale, il serait en mesure de les censurer. Alors, il y a aussi, puisque l'on parle avec vous de la mécanique parlementaire infiniment complexe, mais c'est justement pour ça qu'on vous a invité cet après-midi, on parle aussi de la NUPES qui dépose une motion référendaire. Elle devra être débattue par l'Assemblée le 6 février. C'est de la pure formalité ou pas du tout? Ou ça peut vraiment jouer? Alors, la motion référendaire, d'abord pour dire en quelques mots de quoi il s'agit, c'est une demande du Parlement, donc là de l'Assemblée nationale, qui est la première chambre, à soumettre le projet de loi en discussion à référendum. Et si jamais cette motion référendaire était adoptée par l'Assemblée nationale, elle devrait être ensuite validée par le Sénat. Il est assez peu probable que ce soit le cas parce qu'il faudrait qu'il y ait une majorité qui se dégage pour l'adoption et la majorité actuelle de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire celle qui soutient le gouvernement, Renaissance et leurs alliés, ne sont pas favorables à l'adoption de cette motion et il est assez peu probable que les Républicains, qui sont un petit peu faiseurs de roi dans cette configuration, se rallient à la NUPES et au Rassemblement national pour voter cette motion. Donc c'est plus un instrument de procédure pour ralentir les débats, pour manifester un positionnement politique que véritablement un outil qui a des chances, des probabilités d'être activé sérieusement jusqu'au bout. Merci beaucoup pour ces éclairages, Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. On continue de parler des réformes des retraites avec la chronique éco. Votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour Pierre. Bonjour. On continue avec vous d'essayer de voir un peu plus en détail cette réforme des retraites que présente le gouvernement avec du nouveau, notamment en ce qui concerne la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Oui, on va déjà rappeler en quoi consiste la retraite progressive. C'est une option qui permet à un salarié qui est proche de l'âge de la retraite de demander à son employeur de ne plus travailler à temps complet. Par exemple, de plus travailler le vendredi et le jeudi ou de ne plus travailler toutes les après-midi, d'avoir toutes les après-midi de libre. Et tout ça en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite. On va prendre un exemple. Si vous travaillez à mi-temps et plus à plein temps, vous pourrez, c'est un exemple, je le dis bien, toucher la moitié de votre pension de retraite calculée sur la base de ce que vous avez déjà cotisé. Et évidemment, toute la période durant laquelle vous allez comme ça travailler à
temps partiel va vous permettre de continuer à accumuler à la fois des trimestres supplémentaires et des points en plus pour la retraite complémentaire, donc pour le calcul de la retraite définitive que vous toucherez une fois que vous avez totalement cessé de travailler. Mais alors cette réforme, quel changement prévoit-elle? Alors d'abord, il y a l'âge à partir duquel on peut demander à en bénéficier. C'était 60 ans, ce sera 2 ans avant l'âge légal, donc ça va dépendre de votre date de naissance. Autrement dit, de toute façon, il faudra patienter plus longtemps pour profiter de cette retraite progressive. En revanche, le gouvernement a prévu une disposition qui devrait permettre à davantage de salariés de profiter de cette option, puisqu'aujourd'hui, il faut un accord explicite de l'employeur pour bénéficier de cette retraite progressive. Et avec la réforme, ce qui va changer, c'est que le salarié fera sa demande par courrier, d'accord ? Et si l'employeur ne lui répond pas, s'il ne justifie pas son refus et il ne lui explique pas pourquoi l'activité de l'entreprise est incompatible avec un temps partiel, eh bien, le salarié aura automatiquement le droit de prendre cette retraite progressive. C'est vraiment une nouveauté importante qui devrait inciter davantage de salariés à profiter de la retraite progressive. Et je précise aussi que le gouvernement a prévu d'octroyer la possibilité de prendre sa retraite progressive, y compris dans la fonction publique. Alors, vous le disiez, ça concerne les salariés qui sont déjà proches de la retraite. Mais cette réforme, elle prévoit aussi une nouveauté pour les retraités qui voudraient continuer de travailler. Oui, alors c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite, qui pour le coup concerne beaucoup plus de monde, parce que la retraite progressive, c'est moins de 25 000 personnes pour le moment. Donc là, beaucoup plus de monde. Et la nouveauté majeure que prévoit la réforme, c'est de revenir à ce qu'était finalement la règle avant 2015, à savoir qu'un retraité qui travaille voit le niveau de sa pension augmenter. Aujourd'hui, son salaire est soumis à cotisation, mais ces cotisations sont sans effet sur le niveau de sa pension. Eh bien, avec la réforme, un nouveau calcul sera effectué une fois qu'il aura arrêté totalement de travailler, et les trimestres qu'il aura eu en plus, les points sur sa retraite complémentaire également, seront pris en compte. Alors, ce sera plus juste, ce sera plus incitatif, mais comme le but de la réforme, c'est quand même d'augmenter l'âge effectif de départ à la retraite, on ne va pas se mentir, il y aura probablement moins de retraités qui seront en mesure de continuer à travailler au-delà de cette date. Et puis, dans tous les cas, ce sera pour une période qui sera potentiellement plus courte. Merci Pierre. Merci. C'était votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque. Et on vous rappelle ce rendez-vous important pour continuer à tenter de vous faire un avis très précis sur la réforme des retraites. Ce soir, BFM TV vous propose un grand débat à 21h en direct entre Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, Mathilde Panot, chef des députés Insoumis, et Jordan Bardella, président du Rassemblement National. À 14h16, dans l'actualité également, cette circulation ferroviaire qui est totalement interrompue depuis ce matin et jusqu'à nouvel ordre à Gare de l'Est à Paris, conséquence d'un incendie volontaire sur les câbles électriques en Seine-et-Marne. Reportage de Milan Argelas, Sébastien Rioux, Dominique Marie et Alizé Boissin. Les voyageurs apprennent la nouvelle à leur arrivée à la gare. Là, vous entendez, il y a les annonces non-stop qui annoncent que les trains sont supprimés pour toute la journée. J'ai un rendez-vous professionnel, il faut absolument que j'aille à Reims. Tant pis, on va télétravailler, on n'ira pas chez notre client et puis on va s'excuser. Je pense que je vais retourner en banlieue chez mes enfants, tout simplement, puis essayer d'avoir un train demain matin. Sur cette photo, quelques-uns des 48 câbles carbonisés à la gare de Vers-sur-Marne. Selon le parquet de Meaux, un boîtier contenant des câbles électriques de panneaux de circulation a été ouvert. L'incendie se serait déclaré aux alentours d'1h du matin. L'entreprise ferroviaire parle de câbles brûlés à au moins 2 endroits sur le site. Nous avons plusieurs dizaines d'agents qui sont mobilisés à la fois sur le terrain pour diagnostiquer l'ensemble des conséquences de cet acte de vandalisme inadmissible, d'une part, donc réparer l'ensemble des installations qui ont été touchées, et aussi des agents en gare et sur des annonces pour informer et prendre en charge nos voyageurs. En visite ce matin à la gare de l'Est, le ministre des Transports dit ne pas pouvoir garantir la reprise du trafic dès demain. Cette nuit a été commis un acte de malveillance, un acte de vandalisme scandaleux. Il n'y aura pas de circulation pour les trains qui sont arrêtés aujourd'hui et tout est fait pour une reprise dans les meilleurs délais, mais on est encore dans l'incertitude à l'heure où on parle et c'est la SNCF qui précisera les choses autour de 17h pour la journée de demain. La SNCF a porté plainte. Le parquet de Meaux a ordonné ce matin l'ouverture d'une enquête pour dégradation volontaire par incendie et mise en danger d'autrui.
Il y a 3 mois, à Roanne, un jeune de 16 ans, mineur isolé, avait été lynché par plusieurs personnes, dont l'homme ayant organisé cette expédition punitive contre celui qu'il accusait d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans dans sa chambre en pleine nuit. Mélanie Bertrand, le procès du père de famille et des 3 autres suspects de ce passage à tabac vient de s'ouvrir en l'absence de l'adolescent roué de coups. Effectivement, et c'est le père de famille, le père de la fillette qui est pour l'instant interrogé. Il a la trentaine, vêtu de noir. Il répond aux questions de la présidente et il explique qu'il a littéralement, je cite, pété un câble ce soir-là. Vous le disiez, on est au lendemain de l'agression de sa petite fille de 6 ans, agressée sexuellement en pleine nuit dans sa chambre par un homme qui a réussi à prendre la fuite. Et donc au lendemain des faits, un ami de ce père de famille l'appelle. Il est environ 2 heures du matin. Il dit qu'il a repéré un jeune homme à proximité du domicile. Le père de famille explique qu'il sort en trombe de sa maison, qu'il tombe nez à nez avec ce jeune homme, un adolescent de 16 ans qui tente de prendre la fuite. Quand je le vois, dit-il, il tente de fuir, je le rattrape, je saute sur lui, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. À ce moment-là, je suis foudrage, dit le père de famille, dans un état second. Je le frappe à coups de poing, je trouve un câble électrique au sol et je le frappe encore. Cet homme d'une trentaine d'années, il va exprimer des regrets devant le tribunal. Il dit, je sais qu'on n'a pas à se faire justice soi-même, c'est inacceptable, mais je me suis défoulé. À noter que le père de famille assure être le seul à avoir porté des coups ce soir-là, même si 3 de ses amis qui étaient présents au moment des faits sont également jugés. Aujourd'hui, tous comparaissent pour violence volontaire aggravée et risquent jusqu'à 7 ans de prison. Quant à l'adolescent victime de ce passage à tabac, mais aussi qui est considéré comme le seul suspect dans l'affaire de l'agression sexuelle de la fillette de 6 ans, il est absent aujourd'hui pour raison de sécurité. Il est toujours placé en détention provisoire et continue de nier son implication dans l'agression sexuelle de l'enfant. Merci Mélanie Bertrand avec Amélie Patéron en direct de Roanne pour BFM TV. Évidemment, on continuera de suivre ce procès avec vous dans l'après-midi. Restez avec nous, 16h20. Dans un instant, nous reviendrons sur cette pagaille à la gare de l'Est. Trafic totalement interrompu aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre à cause de dégradations sur des câbles électriques en Seine-et-Marne. On vous expliquera ce qu'il s'est passé. À tout de suite. Votre programme avec Ski7, location de ski en ligne partout en montagne. Interruption spéciale. Avec MMA, on a économisé 15 000 € sur notre assurance emprunteur. Jusqu'à 15 000 € d'économie en changeant d'assurance emprunteur. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. C'est ouf, n'empêche, comment elle a percé cette meuf. Et ça? Elle fait tout le temps des photos avec des compotes. Avec des compotes? Avec des compotes. Compote à la fraise? Ouais, ça lui va bien. Compote à l'abricot? Elle doit être blindax. Attends, mais elle a une compote par jour? C'est bizarre, hein? Tu crois? Ça se trouve, ces compotes, elle les a louées. On lui prête les compotes, elle fait les photos avec, et puis après, elle les rend. C'est pour la même chose avec les bijoux. Ouais. Que faire après un Bac+3 ou Bac+4? Comment bien choisir son master? Le Monde vous donne rendez-vous le 28 janvier pour le salon des masters et masters spécialisés SAMS au Paris-Montreuil Expo. Trouvez votre formation parmi plus de 2000 programmes. Assistez à des conférences animées par les journalistes du Monde et de l'Obs et rencontrez les établissements. Inscrivez-vous dès maintenant gratuitement au salon SAMS. Et d'ailleurs, pourquoi t'es pas venu au pot hier? Ah ben, j'ai installé les panneaux solaires sur une école à Madagascar. On était coincés en plein milieu d'une méga grosse tempête. On a commencé à ramasser des tonnes de déchets. Oh, le mytho. Ça te dirait de venir à un concert avec moi demain? Demain? Je replante toute une forêt en Tanzanie. Et n'oublie pas de nous aider à replanter des arbres, s'il te plaît. Avec mon programme pour agir, en réduisant votre consommation d'énergie au quotidien, vous contribuez aussi à soutenir des actions plus responsables. J'agis avec Engie. Voilà à quoi je vais ressembler quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime. Je vais être grande, hein? Et non, Clément, vous ne ressemblerez jamais à Adriana. Par contre, si vous voulez découvrir quelle sera votre silhouette avec des kilos en moins... Scannez ce QR code. Ensuite, vous allez choisir le poids que vous voulez perdre. Et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Vous allez enfin avoir un réel aperçu de votre silhouette après 5, 10, 15 kilos en moins.
Ah là d'accord, là ça me semble un petit peu plus réaliste. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Élu service client de l'année 2023. Formation, expérience, impartialité et indépendance. Une communauté d'experts immobiliers aux valeurs communes pour accompagner l'évaluation de biens dans le respect de la charte de l'expertise. Tout au long des étapes de la vie des personnes et des entreprises, avec l'éthique et la transparence de nos experts comme gage de confiance. La Chambre des experts immobiliers de France, pour ceux qui n'estiment pas, mais ceux qui évaluent. Oui, elles sont électriques. Mais ce n'est pas tout. Quand elles se rechargent, vous vous ressourcez. Elles transforment vos premières impressions en souvenirs mémorables. Maintenant, admirez-les à nouveau. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elles sont innovantes, électriques et tellement plus encore. Maman, papa, je suis peut-être allée trop loin en disant que je voulais jeter toute ma chambre par la fenêtre. Mais j'ai 12 ans, je suis plus un bébé. J'ai envie d'une vraie chambre d'ado. J'en ai marre de voir mes vieux jouets traîner partout. Après, je sais bien qu'il faut pas jeter, mais plutôt réutiliser. Et que je dois ajouter ce mot à mon vocabulaire, comme tu le dis souvent, papa. Je vous aime, Anna. PS, on pourrait aussi s'occuper de votre chambre, non? Qui a dit que l'électrification ne pouvait pas vous surprendre? Nouveau Nissan Qashqai e-Power. La motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Découvrez les avantages du nouveau Nissan Qashqai e-Power en venant l'essayer en concession. United Credit. En ce moment, taux exceptionnel à partir de 0,1%. United Credit, enfin un crédit fait pour you. Je dors. Matelas Trianon en exclusivité à la compagnie du lit. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commej'aime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Alors je vais vous dire, moi, Direct Assurance, il n'y a pas de tu-tu-tu-lu-lu. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Tu-tu-tu-lu-lu. Allez, on continue. Essayez d'esquiver. Allez, on y va. Hop. Regarde. Un petit U, ça va rentrer. Allez, on continue. On lâche pas, on continue. Allez, allez, on cherche, on esquive. Allez, on continue. Allez, on continue. On y va, allez. Hop. Voilà, formidable. Un geste bien répété finit toujours par payer. Allez, on continue. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Continuons la vaccination. La météo avec les bracelets Five, la nouvelle façon de payer sans contact. Retrouvez Five chez votre buraliste et sur transcash.fr. C'est la météo avec B&B Hotel. Et ça, le bonheur de Max, qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hotel favori.
Les températures resteront en dessous des normales de saison dans les prochaines heures et puis les nuages vont rester très concentrés sur l'ensemble de la France. On les voit bien ici sur cette animation satellite avec ce gris plaqué en ce moment au-dessus de nombreuses régions françaises. Donc pour ce mercredi matin, pas de surprise. Une grande moitié nord, donc sous les nuages, parfois des brumes et des brouillards. On va en retrouver d'ailleurs jusque dans le sud-ouest. Encore quelques chutes de neige sur les Alpes du Sud et attention au risque d'avalanche qui est toujours très marqué, notamment vers les Alpes du Sud. Et puis un temps qui reste plutôt ensoleillé, en tout cas coloré entre la Corse et le continent, mais le voile nuageux restera bien présent dans le courant de la journée. Pas de changement sur les régions les plus au nord, peut-être l'apparition de quelques éclaircies en cours d'après-midi, notamment sur les départements bretons, et puis on retrouvera de temps en temps quelques flocons de neige encore sur les Alpes du Sud, donc avec un risque d'avalanche à surveiller. Les températures, on va se retrouver sous le 0 degré dans les prochaines heures pour ce mercredi matin, des gelées à prévoir jusqu'en Normandie avec moins 2 degrés annoncés dans les rues de Rouen. On aura moins 2 également pour la montagne de Reims, jusqu'à moins 6 pour le Cantal, et dans l'après-midi, encore des valeurs en dessous des normales. 4 en Ile-de-France, jusqu'à 5 pour Bordeaux et 14 degrés entre Ajaccio et Nice. C'était votre rendez-vous avec les bracelets Five, la nouvelle façon de payer sans contact. Retrouvez Five chez votre buraliste et sur transcash.fr. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max, pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. 14h30 à la une de l'après-info sur BFM TV, la galère gare de l'Est à Paris qui pourrait se prolonger demain encore. Pas de trafic de toute la journée dans l'une des plus grandes gares de la capitale à cause d'actes de malveillance commis sur des câbles électriques. Le ministre des Transports Clément Beaune était sur place aujourd'hui. 2 plaintes ont été déposées et une enquête est en cours. Les voix dissonantes se multiplient au sein de la majorité au sujet de la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est même un ministre, Franck Riester, qui reconnaît que les femmes sont, je cite, un peu pénalisées par le report de l'âge légal. On l'avait surnommée la maison de l'horreur, cette demeure du Pas-de-Calais qui abritait des actes de violence et de maltraitance d'enfants dont l'aîné avait osé parler fin août dernier. Le procès des parents s'ouvre aujourd'hui à Béthune. Nous y retrouverons Lionel Top. Pas de train aujourd'hui, gare de l'Est à Paris, et ça pourrait encore durer pour un délai encore indéterminé à cause de ces dégradations volontaires dans un poste d'aiguillage. La circulation ferroviaire est interrompue toute la journée. Dominique Marie, on vous retrouve, gare de l'Est pour BFM TV. Aucun TGV, ni TER, ni Transilien aujourd'hui. Quelles sont les consignes pour les voyageurs ? Eh bien, en fait, il y a quand même quelques lignes qui fonctionnent. Alors, elles sont très rares, mais je vais quand même vous les lister. Il y a d'abord le RER qui fonctionne, le RER E qui fonctionne bien. Il y a la ligne P, mais la ligne P uniquement vers Provins et Coulommiers. Et puis, concernant les TGV, vous avez raison, il n'y a pas de TGV qui part vers l'Est ici depuis la gare de l'Est, leur port d'attache habituel. Mais la SNCF a réussi quand même à dérouter un certain nombre de ces trains en gare du Nord. C'est-à-dire que maintenant, ces passagers qui devaient prendre un TGV pour aller vers l'Est peuvent aller en gare du Nord, mais attention, c'est uniquement 2 TGV par heure, des TGV qui ont été rallongés, mais effectivement, en se retournant vers notamment les applications Internet et puis ici les agents de la SNCF, on peut éventuellement trouver une place sur un TGV au départ de la gare du Nord pour donc aller du côté de l'Est de la France. En fait, il faut comprendre que effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire dans l'Est de la région parisienne pour tenter de réparer et de changer ces câbles qui ont été endommagés. La SNCF se montre effectivement assez prudente concernant le retour à la normale ici du trafic. Pourquoi ? Parce que ce matin, elle avait laissé espérer qu'aux environs de la mi-journée, eh bien, le trafic pourrait reprendre. Et puis ça n'a pas été le cas. Il y a un certain nombre de voyageurs, évidemment, qui ont été déçus. Écoutez. Je dois me rendre à un rendez-vous client à Francfort. Donc je vais prendre un vol là. Ah, vous avez pris du coup un billet d'avion ? Ouais, pas le choix. Du coup, je vais à la gare du Nord récupérer un autre train parce que tous les trains sont annulés ici. Ah ben là, j'ai dû appeler ma fille pour dire que je pouvais pas aller chercher mes petits-enfants. Donc elle va se débrouiller, voire éventuellement prendre congé pour qu'elle puisse aller les chercher ou trouver quelqu'un d'autre. Et demain, moi, je travaille. Donc je vais devoir annuler mes rendez-vous. Voilà, je vois que tout le monde s'en va de la gare, donc je suppose qu'effectivement, les gens vont pas... Donc je sais pas. Alors, est-ce qu'il y aura un retour à la normale d'ici demain ? C'est pas sûr, parce que je vous le disais, il y a beaucoup de travail. En fait, on explique qu'il y a une 50aine de câbles qui ont été endommagés par cet incendie volontaire. Mais ça prend du temps. Il suffit pas d'en couper un bout et de faire des raccords. Souvent, il faut retirer complètement des lignes. En plus, c'est des câbles hyper stratégiques, puisque c'est ceux qui alimentent les signaux pour les trains, qui alimentent aussi les aiguillages. Et dans ces câbles, en tout, il y a quasiment 500 fils. Et ces 500 fils, il va falloir ensuite les tester un à un, parce qu'évidemment, vous avez bien compris qu'il s'agit d'éléments de sécurité essentiels pour la SNCF. Il n'est pas question de mégoter là-dessus.
Merci beaucoup. Merci Dominique Marie avec Philippe Vigneault, gare de l'Est. À Paris pour BFM-TV, gare de l'Est où on ne peut pas encore garantir une reprise du trafic demain. C'est ce que disait très clairement le ministre en charge des Transports, Clément Beaune, en tout début d'après-midi, qui a aussi développé un petit peu les causes de ces grosses perturbations. Une enquête est en cours, c'est l'enquête qui le déterminera. La SNCF, elle a eu raison évidemment à porter plainte dès ce matin, parce que c'est un acte qui est scandaleux, qui doit être sanctionné, qui doit être condamné quand on met en cause notre service public, la sécurité potentiellement, heureusement ça n'a pas été le cas, et la vie quotidienne des voyageurs du transport public, c'est inacceptable. Ça doit être identifié par la police, une enquête va être engagée à la suite de la plainte de la SNCF. On ne sait pas aujourd'hui, ce qu'on sait c'est qu'il y a un incendie grave, puisque je le disais, c'est 48 câbles précisément qui ont été incendiés en 2 points précis qui ont été manifestement ciblés à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre en Seine-et-Marne, à proximité de Paris. C'est tout ce qu'on sait aujourd'hui, le reste appartient évidemment à l'enquête. Donc 2 plaintes de SNCF Réseau et d'Île-de-France Mobilité. Cécile Olivier, chef du service police-justice, est avec nous. Une enquête est en cours et pas de doute, c'est donc bien un acte de malveillance qui est à l'origine de ces pannes. Oui, ce sont tout simplement les constatations sur place, les éléments factuels qui ont permis d'écarter d'emblée la piste accidentelle, puisque ces fameux câbles électriques étaient dans un coffret qui était sous 2 plaques de béton qui étaient scellées dans le sol, et ces plaques ont été descellées et déplacé pour pouvoir mettre le feu. Ensuite, il y avait un 2e coffret avec des câbles qui se trouvait de l'autre côté des voies. Donc, pour y accéder, il fallait passer par un tunnel sous les voies. Et non seulement, là aussi, 2 plaques de béton ont été descellées, mais surtout, le portillon qui permettait d'accéder aux voies était ouvert, sans effraction. Alors, est-ce que quelqu'un avait la clé? Est-ce que quelqu'un a fait exprès de laisser ouvert? Tout ça, ce sera à l'enquête de le dire. Enquête ouverte par le parquet de Meaux pour dégradation volontaire par incendie et pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est la police judiciaire de Meaux qui est chargée des investigations et qui les mènera donc avec tous les moyens d'enquête classiques, c'est-à-dire vidéosurveillance, téléphonie, relevé d'empreintes, etc. Merci beaucoup, merci Cécile. À quelques jours de l'arrivée de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, cette phrase malheureuse pour la défense de la réforme de la part du gouvernement, cette phrase malheureuse donc d'un ministre, Franck Riester, qui a un peu semé le doute sur l'opportunité de ce texte. On va écouter ce qu'il a dit, suivi d'une déclaration d'une de ses collègues, Agnès Pannier-Runacher, qui elle tente un peu d'arrondir les angles. Écoutez. Les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Elles vont surtout gagner plus. C'est ça l'essentiel de cette réforme, c'est que leur pension va remonter beaucoup plus significativement que les hommes, parce qu'aujourd'hui nous sommes face à une injustice. Mais vous avez gardé la deuxième partie de la phrase, quoi. C'est-à-dire gagner plus, mais vous aviez oublié de dire qu'il faudrait travailler beaucoup plus longtemps. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a une injustice criante. Personne ne s'y est attaqué. Aujourd'hui, les retraites sont 42% inférieures pour les femmes par rapport aux hommes. Et le minimum que nous proposons de retraite, c'est pour les femmes, c'est pour celles qui ont trimé toute leur vie, qui ont élevé des enfants, et je crois que c'est le minimum qu'on leur doit. Philippe Corbet, décidément, cette déclaration de Franck Riester, elle suscite déjà des remous dans la majorité. Oui, la réunion de groupe du groupe Renaissance a été assez agitée. En tout cas, c'est ce que nous disent les participants. Et au fond, certains participants voient cette phrase comme une forme de clarification. C'est-à-dire que ceux qui avaient déjà des doutes sur la réforme ou qui étaient agacés de la manière dont elle était présentée se sont positionnés ou ont exprimé une forme de mécontentement. Donc la réunion a été assez étendue, nous explique plusieurs des participants. Voici par exemple ce que nous dit un député de la majorité. Je cite, c'est un raté. Il parle de cette phrase de Franck Riester. C'est un raté. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Un autre ajoute, c'est une connerie monumentale. Déjà que l'argument de la réforme juste ne passait pas. S'il faut maintenant assumer une réforme sexiste. Fin de citation. Autre déclaration d'un député Renaissance auprès du service politique de BFM TV. C'est agaçant parce qu'on se démène sur les plateaux en essayant de ne pas faire d'erreur. Quand un ministre dit une connerie, on repart à zéro. Il y a vraiment besoin d'avoir un pilotage resserré de la communication, nous dit ce député Renaissance. Alors, du côté, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, pour l'instant, on nous dit qu'il n'y a pas eu de recadrage, ni de l'Élysée, ni de Matignon, concernant cette phrase de Franck Riester.
Au fond, il exprime quelque chose qui est dans la réforme, effectivement. D'autres ministres avaient eu l'occasion de le dire, notamment Gabriel Attal, qui a eu la même question hier soir sur France 5. Il a exprimé peut-être de façon plus crue. En tout cas, Franck Riester, il s'est, d'une certaine manière, et c'est mon expression, l'a pris les pieds dans le tapis. Mais comme nous le signale l'entourage d'Emmanuel Macron, il dit à peu près la même chose que d'autres ministres, mais avec moins d'assurance. Donc ça ne passe pas. Il se fait enfermer dans cette séquence qu'on vient de voir à l'instant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a des doutes au sein de la majorité, non pas spécialement sur cette question des femmes, ou pas seulement, mais sur l'équilibre de la réforme, ou plutôt la manière dont elle est présentée. Ils se rendent bien compte, certains d'entre eux, pas tous, mais que sur le terrain, certains arguments ont du mal à passer ou à convaincre, notamment l'argument de la justice de cette réforme. Ils se rendent bien compte, et ça dépend aussi des territoires, selon que ils sont élus dans des territoires plus ou moins urbains, plus ou moins ruraux, plus ou moins privilégiés, ou au contraire avec plus de difficultés. Les arguments fonctionnent plus ou moins, et certains constate bien sur le terrain que cette réforme, pour l'instant, n'est pas bien comprise. Et quand elle est comprise, un certain nombre de gens expliquent pourquoi ils ne sont pas d'accord avec cette réforme. Donc c'est aussi ça qui explique cette tension, ou ces doutes, ce malaise dans la majorité. Cette phrase de Franck Riester est plus un révélateur d'un malaise qui existait qu'un déclencheur. On en parle également avec vous, Perrine Vasque. Bonjour Perrine, vous êtes à l'Assemblée nationale pour BFM TV. Que vous disent les parlementaires de la majorité, plus globalement les parlementaires dits Macron compatibles, de ce vernis qui semble se craqueler? Mais écoutez, officiellement, les décomptes sont faits sur les députés non favorables à cette réforme. Du côté des partenaires dont vous parlez, le Modem et Horizon, il serait 6 députés à être opposés à cette réforme. Mais François Bayrou était présent ce matin lors de la réunion des députés Modem. C'est ce que me disait un participant. Et François Bayrou a dit qu'il fallait un pacte collectif pour cette réforme, même si beaucoup de ces députés souhaitent l'améliorer. Du côté de Renaissance, là encore, le décompte officiel, c'est 5 députés opposés, mais on nous l'assure. Tout le monde va rentrer dans le rang. Ce que nous disent les députés de la majorité ici, est-ce des éléments de langage ou pas? Écoutez, je vous laisserai juge. En tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est que lors de la dernière réforme des retraites, en 2019-2020, une députée me disait pas un déplacement sans un comité d'accueil hostile à cette réforme des retraites. Aujourd'hui, majoritairement, ce n'est pas le cas. On ne sent pas la même crispation. Donc, officiellement, pas une voix ne manquera à la majorité. Je vous propose à ce sujet d'écouter Benjamin Haddad, député Renaissance, au micro de Marjorie Marcillac. Nous, c'est un engagement du président de la République. Ce serait incompréhensible de ne pas voter ce texte. Tous les députés de notre groupe le voteront. On s'est engagé dans la campagne présidentielle, dans la campagne législative, à cette réforme des retraites qui est absolument indispensable pour notre système. Vous savez, on aura un débat parlementaire. C'est à ça aussi que sert ce débat parlementaire. On va avoir une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais après, il faut quand même aussi rappeler que l'objectif principal de cette réforme, c'est d'équilibrer notre système de retraite. Donc il faut quand même prendre en considération cet objectif. Alors c'est quand les micros sont allumés. Mais lorsque les micros sont éteints, forcément, on est un peu plus inquiet du côté de la majorité, notamment sur ces mesures sociales. Beaucoup de députés de majorité trouvent effectivement cette réforme pas assez équilibrée. Mais Benjamin Haddad vient de le rappeler, effectivement, c'est avant tout quand même un texte financier. En réunion de groupe ce matin, il a été aussi beaucoup question des manquements de communication, vous l'avez rappelé, mais également de cette mesure pour les 44 ans de cotisation pour ceux qui ont commencé le plus tôt. Ça aussi, ça a du mal à passer. Est-ce que toutes ces mesures pourront rentrer dans le texte de la réforme des retraites? Pas sûr, nous dit une cadre de la majorité. Et d'ailleurs, ce matin, une réflexion sur une initiative parlementaire de la majorité pour réfléchir sur le sens du travail et sur l'emploi des seniors pourrait voir le jour dans les toutes prochaines semaines. Merci Perrine Vasque avec Gaëtan Malaquin en direct de l'Assemblée nationale pour BFM TV. Philippe Corbet, on a vu que c'est un peu le flou en ce moment, en tout cas du côté de la majorité, mais côté opposition, ça c'est clair, on s'oppose à ce texte. Mais toutefois, avec peut-être un rétropédalage, on a entendu les députés Clémentine Autain et François Ruffin ces dernières heures assurer qu'il n'y aurait finalement pas ce fameux dépôt des milliers d'amendements sur le projet de loi. En tout cas, il y a un choix stratégique qui doit être fait par LFI, plus largement pour la NUPES. Quel est le moyen le plus efficace pour s'opposer à ce texte lorsqu'il arrivera en séance, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 semaines maintenant, le 6 février? Est-ce qu'au fond, c'est mené ce que certains décrivent comme une guérilla parlementaire, c'est-à-dire du blocage des milliers d'amendements, dizaines de milliers d'amendements, pour bloquer d'une certaine manière le débat, pour étouffer toute possibilité de débattre? Ou au contraire, est-ce qu'il faut, tout en s'opposant frontalement, profiter de cette occasion pour pointer des points qu'ils jugent particulièrement problématiques dans le texte? On parlait des femmes tout à l'heure, sur les carrières longues, sur la pénibilité. Et d'une certaine manière, pour cela, il faut laisser le temps au débat. Il faut même peut-être, et peut-être c'est leur espoir,
faire voter avec des députés d'autres bancs opposés aussi à la réforme. Je pense notamment aux députés RN ou peut-être à quelques députés LR. Certains aspects, tel ou tel amendement, on n'en est pas là pour l'instant, mais c'est au fond une question de choix stratégique pour l'opposition à la réforme. Comment est-ce qu'ils doivent procéder pour se faire entendre et faire entendre la voix des Français qui sont opposés à cette réforme? Merci beaucoup, merci Philippe. Justement, on en parle avec vous, Gabriel Amar. Bonjour, vous êtes député de la France Insoumise du Rhône. Bonjour. Alors, quels sont les procédés que vous devez utiliser pour vous opposer de la façon la plus efficace à cette réforme des retraites sans faire de l'obstruction parlementaire, je mets des guillemets, en déposant des milliers, voire des centaines de milliers d'amendements? Il ne vous échappe pas que très largement cette réforme est rejetée. Donc nous avons décidé de déposer une motion référendaire. Nous espérons que la diversité parlementaire, vous a pas échappé que la majorité présidentielle est minoritaire dans l'hémicycle, eh bien une majorité de parlementaires, au-delà de postures idéologiques, se retrouveront pour mettre en échec cette réforme et venir à la rencontre du peuple français qui a démontré ces derniers jours qu'il est amplement mobilisé contre cette réforme. Donc notre objectif, c'est mettre en échec le gouvernement, bien entendu. À défaut d'obtenir une majorité sur la motion référendaire, de toute façon, nous déposerons des amendements alternatifs, des amendements de fond, parce qu'il n'est pas question de condamner 30 millions de nos concitoyens à 2 ans ferme de travail supplémentaire. Donc mettre en échec ce texte, vous l'avez dit, plutôt point par point en discussion. Est-ce que ça comprend le texte, vous l'avez dit, plutôt point par point en discussion. Est-ce que ça comprend l'option évoquée tout à l'heure par Philippe Corbet de discuter, de vous mettre d'accord, peut-être même avec des députés Rassemblement National? Nous déposerons des amendements et chacun aura à prendre ses responsabilités, quelle que soit sa sensibilité, pour se prononcer en faveur d'une peine supplémentaire pour ceux qui triment ou faire en sorte que on en reste au statu quo dans un premier temps, sachant qu'après, un certain nombre de sensibilités, dont le groupe LFI NUPES dont je fais partie, plaident pour un retour à la retraite à 60 ans. Merci d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV. On en vient à l'ouverture du procès de ce que l'on avait surnommé la maison de l'horreur à Noyelles-sous-Lens, maison du Pas-de-Calais, dans laquelle 2 enfants avaient été retrouvés attachés à leur chaise haute, sans hygiène, tandis que le reste de cette grande fratrie avait, semble-t-il, aussi été victime de violences, selon l'un des aînés. Lionel Top, vous êtes à Béthune pour BFM TV. C'est là-bas que s'ouvre donc ce procès. Les 2 parents placés sous contrôle judiciaire depuis septembre sont jugés. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison, c'est bien cela ? Oui, c'est un procès très attendu qui intervient 4 mois et demi après la dénonciation des faits. Les parents qui sont jugés cet après-midi sous les yeux d'au moins 4 de leurs enfants qui sont présents cet après-midi dans la salle d'audience. L'audience qui a repris après une courte suspension parce qu'il était question de huis clos au cours des débats. Un huis clos défendu par les parents des enfants qui voulaient assurer la sérénité des débats et, je cite, préserver les plus jeunes. Une demande qui était refusée par les enfants eux-mêmes, estimant que tout avait déjà été dit, toute leur vie avait été déballée et ils voulaient que tout soit dit et donc connu au cours de cette audience. Le tribunal a tranché, il n'y aura pas de huis clos. L'audience se poursuit donc avec la presse et le public qui peut donc assister à cette audience qui est extrêmement importante. L'affaire a commencé le 30 août dernier après le signalement de Brian, 21 ans, l'un des aînés de la famille. Après une dispute avec son père, il avait signalé à l'aide sociale à l'enfance les violences dont les enfants, ses frères et sœurs, étaient victimes. Le lendemain, effectivement, les policiers sont arrivés et ils ont découvert 2 enfants de 2 et 5 ans ligotés à une chaise haute en train de dormir. C'est un des exemples de maltraitance qu'ont ensuite raconté les enfants au cours de leurs auditions. À cela s'ajoutaient des insultes, des coups, des carences éducatives, des carences alimentaires, manque d'hygiène flagrant. Les parents sont aujourd'hui jugés pour soustraction par un parent à ses obligations légales, pour violence par ascendant. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Merci Lionel Top avec Pauline Delevoye en direct de Béthune pour BFM TV. On en parle également avec notre invitée Martine Brousse. Bonjour, vous êtes cofondatrice et présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Il y a cette interrogation un peu sur le signalement de ce qui s'est passé dans cette maison. Le secrétaire d'État à l'enfance et le ministre de la Justice ainsi que le ministre de l'Éducation avaient diligenté à l'époque des enquêtes administratives pour comprendre comment cette famille avait pu passer sous les radars.
puisqu'il y avait déjà eu 4 signalements faits entre 2013 et 2022, des inspections qui sont toujours en cours. Comment on est passé à côté de ça? C'est un dysfonctionnement général? C'est un dysfonctionnement général et de toute façon, à ce jour, alors qu'il y a une précipitation de la justice de tenir ce procès, cette affaire n'a été révélée que fin août. Quand on a connaissance des premiers faits qui ont été révélés par les aînés, on s'interroge de pourquoi une enquête préliminaire si courte, pourquoi il n'y a pas une ouverture d'instruction. Il y a quand même 11 enfants. Avec des révélations, et ça a été relayé par vous, les médias, c'est encore une fois la parole de ces enfants. Qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et oui, il y a eu un dysfonctionnement à tous les niveaux. Ce que l'on attend aussi, c'est où en sont ces enquêtes? Est-ce qu'il faut 6 mois pour mener une enquête où il semble qu'il y ait des éléments tellement flagrants que tout le monde doit demander un complément d'information et l'ouverture d'une instruction? Alors, cette affaire révèle aussi l'ampleur des violences intrafamiliales. On parle souvent des violences conjugales, particulièrement de l'évolution du nombre déclaré de violences conjugales depuis la période Covid. Qu'en est-il de ce que l'on appelle donc les violences intrafamiliales et en l'espèce plus particulièrement les violences sur des enfants au sein même des foyers? Nous savons aujourd'hui, par des études et par aussi le travail de l'Observatoire national de protection de l'enfance, que c'est environ entre 75 et 85% de violences qui sont au sein même des familles. On dit souvent aux enfants, parle pas au monsieur dans la rue, mais on ne lui dit pas, s'il se passe quoi que ce soit à la maison, il faut que tu le dises. Et je pense qu'aujourd'hui, libérer la parole des enfants, il faut qu'ils entendent aussi que des adultes les croient, parce que l'enfant, il dit sa souffrance, et donc il dit sa vérité. Après, c'est aux adultes d'aller chercher les éléments de preuve pour la vérité judiciaire. Mais il est important, et là, une fois de plus, qu'est-ce qu'on a fait de cette parole des aînés? Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, allez hop, août, janvier, procès. Quelle enquête? Qui sont ces parents? Qui est l'entourage? Qui est cette famille? Vous parlez de la parole de l'enfant. Alors depuis le phénomène MeToo, on parle beaucoup de libération de la parole. Est-ce que c'est le cas pour les enfants également? Est-ce qu'il y a plus de signalements émanant d'enfants, de maltraitance? Oui, avec le 119, et je le répète, le 119, il faut que vos auditeurs, téléspectateurs l'utilisent, même en cas de doute. Ce n'est pas grave, il vaut mieux avoir sans dénoncer. Ce n'est pas une dénonciation, c'est un signalement. C'est aller chercher un conseil. Oui, il y a davantage d'appels, mais il y a aussi davantage de violence. Et regardez ces dernières semaines, vous avez couvert combien de procès pour violence de Piganis? Les parents ont pris pour un ballon de foot. Ces violences vanillent dans quelques semaines et autres. Tous les jours, les cours d'assises traitent de violences et physiques et sexuelles sur les enfants. Il est donc urgent, et nous en appelons, la voix de l'enfant, la secrétaire d'État, d'accord, mais au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, de faire de la prévention. Car tant qu'on ne repérera pas, tant qu'on n'aura pas de vrai... Ce n'est pas des campagnes, les numéros c'est important, mais libérer la parole, il faut que les adultes parlent. L'école est le lieu où un enfant en primaire passe 6 à 8 heures par jour. On sait que c'est un lieu où se dit des choses, où se repère, où se remarque des choses. Équipons, je prends ce mot exprès, équipons les enseignants, non pas pour qu'ils fassent du repérage, mais mettons-leur à leur côté des associations, des professionnels qui peuvent repérer. Merci Martine Grosz d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Dans quelques instants, on parle de la réforme des retraites et plus précisément, alors que nous suivons les questions au gouvernement sur ce sujet à l'Assemblée dans quelques minutes, des déclarations qui provoquent beaucoup d'agacement au sein de la majorité, déclarations d'un ministre, Franck Riester. À tout de suite. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières.
Waouh, la classe. Il y a combien de chambres? Viens, on va regarder. Oui, On va passer tout le week-end ici. Quand vous séjournez dans une maison de vacances à Britel, moi qui tape le code. il n'y a que vous. C'est exactement comme sur les photos. Parce que des vacances sans intimité, ce ne sont pas vraiment des vacances. N'est-ce pas? On a l'habitude de faire des devis pour tout. Pour faire des travaux, chez l'opticien ou même chez le dentiste. Mais on fait jamais de devis pour perdre du poids. Avec Comme J'aime, pas de mauvaise surprise. Vous pouvez obtenir un devis, c'est hyper simple. Cela dépend de votre morphologie et de votre objectif. Alors, pour savoir combien va vous coûter votre programme Comme J'aime, Rendez-vous sur commej'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Alors appelez le 0800 37 37 37. 0800 37 37 37. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. L'instinct. Une fulgurance qui nous pousse à agir. Constamment, nous devons nous réfréner. Mais rien ne nous amène plus loin que notre voix intérieure. Cupra Born 100% électrique. Autonomie exceptionnelle jusqu'à 550 km. On avait l'idée. Mais pour développer notre app, il nous fallait de la structure, un plan, du financement. Ouais, non. Et surtout, il nous fallait quelqu'un pour mettre le feu. Les experts comptables, des conseils qui mettent le feu. Est-ce que Chloé ne va pas prendre sa voiture ce soir parce qu'avec son assurance auto-alliance, moins elle roule, moins elle paie? Non, évidemment. Si Chloé ne conduit pas ce soir, c'est parce qu'elle fête ses 30 ans et que la nuit risque d'être longue. Avec l'assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins vous roulez, moins vous payez. En choisissant un forfait kilométrique, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre tarif auto-alliance. Franchement, le cours de maths, je suis largué. Je t'explique. T'as la fonction f de x égale x puissance 2 plus 3. Donc tu remplaces x par 5, qui donne 5 puissance 2 plus 3 égale 28. T'aurais dû voir la tête de Ludo en cours. Miskin, il avait rien capté. Ah ouais? Renseignez-vous auprès d'un conseiller pédagogique près de chez vous ou sur academia.fr. Diane, professeure d'anglais, a trouvé sa voix à 49 ans. Good morning. Oui, celle-ci de voix. Good morning. Parce qu'avec la succession des classes, Morning. elle la mettait à rude épreuve, sa voix. Grâce à Vocalise, la première appli de coaching vocal, conçue et développée par MGEN et gratuite, elle prend soin tous les jours de sa santé vocale. Bientôt, Diane saura même chanter juste, qui sait. MGEN, première mutuelle des agents du service public. On s'engage mutuellement. Pour les familles endeuillées, choisir Pompes Funèbres de France, c'est bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'une écoute attentive. Vous souhaitez devenir entrepreneur dans un réseau de franchises humain à forte notoriété? Rejoignez Pompes Funèbres de France, le réseau national au service des familles. On peut savoir ce qu'un mec de Free fait chez nous? C'est l'installateur Free Pro. Mais avec ça, on aura tous une fibre de fou et un forfait mobile 5G, donc... Bien sûr, nous, on est RIF. Mais pour la boîte, on prend Free Pro. Y a rien qui vous gêne. On fait comment si quelqu'un l'apprend? Ok, on n'a qu'à faire un pacte. Personne n'en parle. Bah oui, mais lui, il peut parler. Eh ben, faut pas le laisser partir. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester chez Free Pro, nous? Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. En attendant, retrouvez le meilleur de Free pour les entreprises chez Free Pro. Merci Free Pro. Qui a dit que l'électrification n'était pas taillée pour l'aventure? Qui a dit qu'il fallait recharger ses batteries pour aller toujours plus loin? Nouveau Nissan X-Trail e-Power. La motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Découvrez les avantages du nouveau Nissan X-Trail e-Power en venant l'essayer en concession. Comme j'aime, c'est simple et efficace. La preuve, j'ai perdu 12 kilos. J'ai perdu 15 kilos en 4 mois avec Comme j'aime. Moi, j'ai perdu 17 kilos. Et moi, j'ai perdu 13 kilos. Et je me sens bien dans mon corps, mieux dans mes baskets, mieux dans mes vêtements. Et ça fait plaisir, quoi. Alors, si vous voulez perdre du poids, lancez-vous dans un programme qui marche pour de vrai. Venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Alors, rendez-vous sur commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37, 0800 37 37 37. Non élucidé revient pour de nouvelles affaires inédites menées par Arnaud Poivre d'Arvor. Une femme se manifeste en affirmant détenir des informations capitales. Inédit, non élucidé, jeudi à 21h10 sur RMC Story et RMC BFM Play.
Chez Poltron et Sofa, c'est votre dernière chance de profiter de la collection Révélation. Rêvez les yeux ouverts sur le canapé lit Casalia pour 739 € ou laissez place à la détente grâce au lit coulissant de Vigolo pour 880 €. Ce sont les derniers jours pour en profiter. Bientôt, la collection Révélation ne sera plus disponible. En plus, découvrez les nouveaux magasins Poltron et Sofa à Aurillac, Cambrai, Cherbourg, Chennevières-sur-Marne et Saint-Avold. Poltrone e Sofà, solo divani di qualità. E voilà! À la une à 15h, la confusion au sein de la majorité à la suite des déclarations du ministre Franck Riester assurant que, je cite, les femmes sont un peu pénalisées par le report de l'âge légal. Fin de citation. C'est un raté, il s'est pris les pieds dans le tapis, réagit agacé un député Renaissance cet après-midi auprès de BFM TV. Une réaction parmi d'autres. La galère gare de l'Est pourrait se prolonger encore demain. Pas de trafic toute cette journée dans l'une des plus grandes gares de Paris à cause d'actes de malveillance commis sur des câbles électriques. Le ministre des Transports Clément Beaune était sur place aujourd'hui. 2 plaintes ont été déposées et une enquête est en cours. Et puis plusieurs affaires de corruption présumées secouent le gouvernement ukrainien. Ces derniers jours, des hauts responsables viennent d'annoncer leur démission. Les faits reprochés sont pour le moins embarrassants pour Kiev, qui n'a pas besoin de ça en pleine guerre. C'est l'un des points sensibles de la réforme des retraites. L'une des questions qui fâche le sort des femmes. Un ministre reconnaît donc qu'une partie du texte ne leur est pas favorable. Et cela suscite énormément de réactions au sein de la majorité cet après-midi. Aurore Villemur. La réforme des retraites, une réforme qui pénalise les femmes. Voici ce que concède Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement. Les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Selon l'étude d'impact du gouvernement, avec cette réforme, les femmes devront en effet travailler en moyenne 7 mois supplémentaires contre 5 mois pour les hommes. Pour certaines générations, 1980 par exemple, on passe même du simple au double. Les femmes devront partir en moyenne 8 mois plus tard, contre 4 pour les hommes. Financièrement parlant, cette réforme toutefois valorise les femmes les plus précaires. Question au gouvernement depuis l'Assemblée nationale, la députée Thomas, PS, sur une question sur la réforme des retraites des femmes. Votre réforme est un concentré d'illusions perdues. Alors que votre projet de texte arrive à peine à la disposition des parlementaires, les Français ont déjà fait la démonstration de leur opposition. Votre ministre, Franck Riester, l'avoue lui-même, les femmes, davantage que les hommes, seront plus lourdement pénalisées par votre report de l'âge. Pour la génération 80, l'effort des femmes sera 2 fois plus important que l'effort fourni par les hommes. Au SMIC, à temps partiel, carrière fractionnée, carrière hachée, vous parlez des femmes sans humanité. Secrétaires, aides à domicile, caissières, ouvrières agricoles doivent déjà composer avec 40% de pension de moins que les hommes. Les 3/4 des petites retraites, ce sont elles, les femmes, premières victimes de la décote. Vous attaquez leurs belles années après une vie de labeur. Alors, votre revalorisation à 1 200 € brut, exclusivement pour les carrières complètes. Quelle tromperie! Et surtout, quelle plus-value quand la plupart de ces femmes n'ont pas cotisé comme des hommes. Pour masquer ces imperfections, vous avez trouvé une solution miracle, nous faire travailler plus longtemps. Or, votre réforme ne fait que reproduire des inégalités existantes. On ne transforme pas, on aggrave. Dès lors, on comprend bien toute votre contradiction. Le suffrage universel avait pourtant rendu son verdict, un message clair adressé au président, pas de majorité absolue pour mener à pas forcé cette réforme. Madame la Première ministre, considérant ces écueils majeurs pour la défense des femmes des catégories moyennes et populaires, quand votre gouvernement compte-t-il retirer cette réforme ?
Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mélanie Thomas. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on écoute la réponse de la Première ministre. Alors, s'il vous plaît, mes chers collègues, c'est une séance de questions au gouvernement. Madame Thomas a posé une question. J'attends la réponse du gouvernement. Donc écoutez-la, s'il vous plaît. au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Nous protégeons les femmes qui ont des carrières incomplètes et hachées, les femmes qui ont commencé à travailler tôt, les femmes qui ont des petites pensions. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. L'augmentation moyenne... S'il vous plaît. Donc je le redis, pour les retraités actuels, notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera 2 fois plus élevée pour elles que pour les hommes. Par ailleurs, nous prendrons désormais en compte pour le calcul des droits les trimestres en congé parental. C'est vrai à la fois pour la retraite minimale, mais aussi pour l'intégration dans le dispositif dit de carrière longue. Ainsi, les femmes qui ont commencé à travailler tôt seront mieux protégées. Enfin, 20% des femmes doivent travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Malgré la hausse de l'âge légal, nous maintenons à 67 ans l'âge de départ à taux plein. Pour les femmes qui ont connu des interruptions de carrière souvent subies, l'âge de départ ne changera donc pas. Mais mesdames et messieurs les députés, notre projet est juste et porteur de progrès social. Mais nous devons veiller à l'avenir de notre système de retraite. C'est pourquoi nous demandons à celles et ceux qui le peuvent de travailler progressivement plus longtemps, y compris des femmes qui ont eu des carrières complètes. Cependant, les femmes continueront à partir plus tôt que les hommes. J'ajoute que les femmes bénéficieront de meilleures pensions. De fait, la réforme contribuera à réduire l'écart de pension entre les hommes et les femmes. Je le redis, nous avons veillé avec le ministre Olivier Dussopt, en construisant ce projet, à protéger les plus fragiles, les plus modestes, y compris les femmes. Mais Madame la députée, au-delà de ce faux procès, j'espère que les débats dans l'hémicycle nous permettront de continuer à enrichir le projet. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. Allez-y, Madame Thomas. Nous savons bien que vos mesures ne s'appliqueront qu'à une minorité de femmes. Partout en France, elles sont mobilisées. Je vous remercie. La parole est à Madame Lise Magnier pour le groupe Horizon. Thomas Soulier, on le voit, il y a pour l'exécutif urgence à éteindre un incendie né des déclarations d'un ministre, Franck Riester, reconnaissant que, je cite, les femmes avec cette réforme des retraites seront un peu pénalisées, en particulier par le report de l'âge légal, un ministre qui doit se mordre les doigts cet après-midi. Oui, le seul fait que ce soit Elisabeth Borne qui réponde à la question de la Première ministre en dit long. Elle n'était pas obligée de le faire. Olivier Dussopt, Olivier Véran ou d'autres auraient pu y répondre. Elle a voulu y répondre
Preuve, comme vous le disiez François, qu'elle veut rapidement éteindre l'incendie. Vous le remarquerez, elle ne cite jamais le nom de son ministre Franck Riester lors de la réponse de quelques minutes à l'Assemblée. Elle parle d'un faux procès. Alors, si vous voulez une illustration de la formule du verre à moitié plein, verre à moitié vide, elle est là, elle est parfaite. Elle veut voir le verre à moitié plein. Elle explique que lors de cette réforme, il y a deux choses mises en place pour les femmes notamment. D'abord, la prise en compte des congés parentaux, mais aussi par le fait que cette retraite minimum à 1 200 € va plus bénéficier aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 52% des femmes ont une pension inférieure à 1 000 € contre 20% seulement des hommes. Voilà ce que veut dire Elisabeth Borne, qui a des mesures de justice, dit-elle, dans cette réforme des retraites. Que peut faire le gouvernement maintenant après une telle polémique ? Il y a deux scénarios. Soit, on assume le maintien de l'injustice pour les femmes. Injustice qui existe déjà à l'heure où on se parle avant la réforme, et insister plutôt sur les sucrés, les bonnes nouvelles pour les femmes. C'est ce qu'a fait à l'instant Elisabeth Borne. Il y a une autre option, c'est de revoir le dispositif lors des débats parlementaires au mois de février, notamment à l'Assemblée et puis encore au Sénat. La même Elisabeth Borne disait hier face aux journalistes, le système n'est pas parfait et avec la discussion parlementaire, on pourra cibler des situations qui nous auraient échappé. Tiens, pourquoi pas celle des femmes notamment, sauf que voilà, revoir le dispositif en général pour les femmes coûterait beaucoup d'argent et nuirait donc, selon le gouvernement, à l'équilibre financier de la réforme. Thomas Soulier, on le voit bien, cette sortie de Franck Riester, elle sème le trouble parmi les députés, mais y compris à la majorité. Comment est-ce qu'on réagit à ces déclarations ? Mal, voire très mal. C'est une connerie monumentale. Voilà ce que confiait à BFM TV un député de la majorité. C'est tant raté. Franck Riester s'est pris les pieds dans le tapis. Et puis, une autre ajoutée, quand un ministre dit une connerie, on repart à zéro. Et donc, il y a le sentiment, au sein de la majorité, d'un formidable gâchis. Que toutes ces personnes qui viennent sur votre plateau, ailleurs, sur les radios, sur le terrain, pour vendre la réforme des retraites et pour éviter à tout prix le moindre couac, la moindre maladresse, voilà que ce genre de phrase suffit à tout balayer d'un revers de main. On a également posé la question à un proche du président. Dès qu'on a prononcé le nom de Franck Riester, ce proche du président a levé les yeux au ciel, comme quoi il était un petit peu agacé. Il nous expliquait que lui, Franck Riester, il le dit avec peu d'assurance et donc ça ne passe pas. Il se fait enfermer dans une séquence et ça, c'est dommage. Et donc on a contacté l'entourage du ministre en question qui ne reconnaît aucune maladresse. Il nous explique ceci. Il ne dit pas que la réforme est injuste pour les femmes. Ses propos sont tronqués et font l'objet d'une récupération politique. Preuve en est avec cette première question au gouvernement, certes. Mais vous le voyez, quoi que disent lui, Franck Riester, la Première ministre ou d'autres, politiquement, aujourd'hui, le mal est fait. Merci beaucoup Thomas. Restez avec nous parce qu'on poursuit cette discussion autour des quelques voix dissonantes au sein de la majorité. Écoutons également Barbara Pompili. Il y a peu, elle était encore ministre du gouvernement, ministre d'Emmanuel Macron. Désormais, elle est députée de la majorité. Elle fait part aussi de doutes, de réticences même. On ne peut pas faire une réforme contre la population. On a besoin d'avoir la population avec nous quand on veut faire une bonne réforme. Là-dessus, on voit qu'il y a encore du travail. L'idée, c'est pas d'être contre pour être contre. L'idée n'est pas de bloquer. Je suis dans la majorité. Mais le texte tel qu'il est aujourd'hui me paraît pas assez équilibré pour être votable en l'état. Donc on fait des propositions, on discute, c'est ça le débat parlementaire. Et c'est même ça qui fait la richesse de la démocratie. On retourne à l'Assemblée. Le 24 avril 2022, au soir du second tour de l'élection présidentielle, le président de la République déclarait « Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Que de chemin parcouru depuis. Le président de la République ne se sent plus obligé, il se croit même légitime pour repousser l'âge légal de départ à la retraite. Pourtant, ne vous en déplaise, les Françaises et les Françaises ont fait le choix de ne pas vous donner de majorité absolue. Aujourd'hui, nous sommes nombreux sur ces bancs. Peut-être même sommes-nous majoritaires à être contre le report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. C'est pourquoi vous faites le choix de passer en force. Après avoir fait adopter le budget avec 10-49-3, vous dégainez l'article 47.1 pour contraindre la procédure parlementaire et limiter les débats dans notre Assemblée à 20 jours.
une disposition jamais utilisée depuis 1958. Vous refusez que nous puissions discuter parce que vous avez peur du résultat. Que de mépris pour notre Assemblée et le débat parlementaire. Vous faites fi de l'opposition des Françaises et des Français au report de l'âge légal de départ à la retraite. Les sondages le montrent. 7 Français sur 10 sont opposés à votre réforme, entendez-le. Même lorsque 2 millions de salariés font le choix de manifester, de perdre une journée de salaire, que répond votre porte-parole ? Je ne vois pas 1 million de personnes dans la rue, je vois 1 million de personnes qu'il nous faut convaincre. Nous ne voulons pas renoncer. Respectez les Françaises et les Françaises. Ils ont bien compris votre projet, ils y sont opposés et vous l'ont fait savoir. Si vous êtes si sûr de votre fait, pourquoi ne laissez-vous pas notre Assemblée débattre ou même les Françaises et les Français trancher la question par référendum? Et si nous avions l'outrecuidance de rejeter votre projet ou de l'amender, utiliserez-vous l'article 49.3 ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Schoch. Vous avez évoqué au début de votre question le contexte de l'élection présidentielle. Lors de l'élection présidentielle, le président de la République, alors candidat, a indiqué de manière extrêmement claire, et parfois même ça lui a été reproché, sa volonté de mener une réforme des retraites, et il avait indiqué qu'à ses yeux, la méthode la plus efficace était de porter l'âge légal de départ à 65 ans. Vous avez dit qu'il y avait des Français, évidemment, qui au second tour de l'élection présidentielle ont voté pour lui malgré cette réforme et sans lui apporter leur soutien à cette réforme. Nous le savons. Nous le savons, mais ces mêmes Français savent aussi les engagements qu'il avait pris. La réforme que nous présentons est une réforme qui est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le déficit est avéré. C'est un déficit à 12,5 milliards d'euros en 2027 par an, à presque 15 milliards en 2030, 20 en 2035. Nous avons la conviction qu'il faut mener cette réforme à la fois pour équilibrer le système de retraite, mais aussi pour l'améliorer. Vous nous interrogez sur la procédure parlementaire, en faisant référence à l'article 47-1. L'article 47-1, nous n'avons pas lieu de le déclencher, nous n'avons pas lieu de l'actionner. C'est un article qui dit que les projets de loi de financement de la sécurité sociale ont un délai de 20 jours pour examiner un texte. Le texte que j'ai présenté hier devant la commission des affaires sociales fait 14 articles. 14 articles pour 20 jours. Je crois que la représentation nationale aura très largement le temps d'être éclairée par ces débats, est éclairée par les débats en commission et éclairée par le débat public. À la fin de ce débat, il y aura un vote souverain de l'Assemblée nationale. Et je ne préjuge du vote de personne, d'aucun groupe, d'aucun député. Mais ce vote sera légitime et permettra de mettre en œuvre la réforme. La seule chose, monsieur le député, qui pourrait empêcher un vote, qui pourrait empêcher d'aller au bout du débat, c'est l'obstruction, mais la balle est dans votre camp. Merci, monsieur le ministre. Allez-y, mon cher collègue. Les Français vous donnent rendez-vous le 31 janvier pour la prochaine manifestation pour leur montrer leur refus de cette réforme. Merci. La parole est à monsieur Sébastien. Thomas Soulier, on vient d'entendre ce député La France Insoumise parler de ces recours du gouvernement en évoquant le 47.1, en évoquant le 49.3, en évoquant la motion référendaire que LFI pourrait mettre en place également. On sent que ça va être difficile dans l'hémicycle. Oui. Une information confirmée à l'instant par Olivier Dussopt, on le savait en coulisses, en off, maintenant on le sait en on. Il explique qu'aujourd'hui le gouvernement ne devrait pas, je dis bien ne devrait pas, déclencher l'article 47.1. C'est quoi l'article 47 dans la Constitution? C'est simple, c'est de dire on a 50 jours au Parlement, 20 jours à l'Assemblée, 15 au Sénat, puis on y revient, pour parler du texte. Et si à la fin on n'y arrive pas à parler de tout, eh bien c'est fini. Ça passe au Sénat, et puis à la fin on fait un vote. Alors beaucoup dénoncent un déni de démocratie, mais voilà, le gouvernement fait un jet vis-à-vis des oppositions en disant c'est simple, si vous voulez, on ne le déclenche pas. En revanche, vous, de votre côté, vous ne faites pas d'obstruction parlementaire. Vous ne déposez pas 1000 amendements par député. Et là, si c'est OK pour vous, eh bien on top et ça peut marcher. On voit que c'est le scénario envisagé. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, du côté des LFI, des voix comme celle de François Ruffin, Clémentine Autain, eh bien, expliquent depuis plusieurs jours qu'il ne devrait pas y avoir d'obstruction parlementaire et donc il devrait y avoir un vote, un débat, on espère serein, mais on ne pense pas, puis un vote. Et là, le vote, il faut voir, parce qu'en l'état, ça va être serré, voire très serré. Et si c'est trop serré, il y aura encore un 9-3. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci. La réforme des retraites aussi au cœur de la chronique éco. Votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque.
Pierre, cet après-midi, tu choisis de développer un point précis de cette réforme des retraites, à savoir les changements concernant la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Oui, on va déjà rappeler en quoi consiste la retraite progressive. C'est une option qui permet à un salarié proche de l'âge de la retraite de demander à son employeur de ne plus travailler à temps complet. Par exemple, d'avoir toutes les semaines un week-end de 4 jours ou alors toutes ses après-midi de libre chaque semaine. Tout en commençant, bien sûr, à percevoir une partie de sa pension de retraite. On va prendre un exemple. Un salarié qui passerait à mi-temps ne touchera plus que la moitié de son salaire, évidemment, mais aussi la moitié de sa pension de retraite calculée sur la base de ce qu'il a déjà cotisé. Et évidemment, tant qu'il va continuer à travailler à temps partiel, il va aussi continuer à cumuler des trimestres, des points de retraite complémentaires qui feront grossir ensuite le niveau de la pension qu'il va toucher quand il s'arrêtera totalement de travailler. Et que prévoit de changer cette réforme? Alors d'abord, l'âge à partir duquel on peut demander à bénéficier de cette retraite progressive. C'était 60 ans, ce sera 2 ans avant l'âge légal. Donc ça va dépendre demain de votre date de naissance. Autrement dit, il va évidemment falloir patienter un peu plus longtemps pour profiter de cette retraite progressive. En revanche, le gouvernement a prévu une disposition qui devrait permettre à davantage de salariés d'en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un salarié a besoin d'un accord explicite de son employeur pour bénéficier de cette retraite progressive, alors qu'avec la réforme, eh bien, il fera sa demande, et si l'employeur ne lui répond pas, s'il ne justifie pas son refus, ne lui explique pas pourquoi l'activité de l'entreprise est incompatible avec un temps partiel, eh bien, cette retraite progressive lui sera automatiquement accordée. Et puis, il y a une autre nouveauté prévue par la réforme, c'est que les fonctionnaires auront eux aussi le droit de demander à bénéficier de cette retraite progressive. L'idée, c'est vraiment que cette formule ait davantage de succès qu'aujourd'hui, puisque pour le moment, la retraite progressive ne concerne que, un petit peu moins de 25 000 salariés en France. Ça, c'est pour les salariés proches de la retraite, mais la réforme prévoit aussi des changements pour les retraités qui continuent de travailler. Oui, c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite, qui pour le coup concerne nettement plus de monde que la retraite progressive. Et la nouveauté majeure que prévoit la réforme, c'est de revenir à ce qui était la règle avant 2015, à savoir qu'un retraité qui travaille voit le niveau de sa pension augmenter. On rappelle qu'aujourd'hui, le salaire est soumis à cotisation, mais que ces cotisations sont sans aucun effet sur le niveau de la pension. Avec la réforme, il va y avoir un nouveau calcul qui sera effectué lorsque le retraité salarié s'arrêtera de travailler et les trimestres qu'il aura accumulés en plus, les points en plus pour sa retraite complémentaire seront pris en compte. Ce sera évidemment plus juste et plus incitatif, mais n'oublions pas quand même que comme le but de la réforme, c'est aussi de faire en sorte que les salariés prennent leur retraite plus tard qu'aujourd'hui, il y aura probablement moins de retraités qui seront en mesure de continuer à travailler et dans tous les cas, ce sera sur une période qui potentiellement sera plus courte. Merci Pierre. C'était votre programme avec Fortunéo, expert de la bourse en ligne depuis plus de 20 ans. Fortunéo, j'aime ma banque. 15h21, restez avec nous. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur cette réforme des retraites qui fait beaucoup parler encore aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Une sortie de Franck Riester, notamment sur la question de la femme concernée par cette réforme des retraites, fait ressortir certaines voix discordantes, même au sein de la majorité. On en parle dans un instant. À tout de suite.